SB. Bonsoir à tous. Alors très exceptionnellement, c'est moi qui vais diriger cette nouvelle édition du kiosque, puisque Emmanuel Granier a un empêchement de dernière minute. C'est donc à moi que revient cette lourde charge de gérer nos experts qui sont sur le plateau et que je vais vous présenter tout de suite pour commenter l'actualité de cette semaine. Alors, je commence avec Daniel Compère. Bonsoir. Merci de cet honneur, cher ami. Je vous en prie. Bonsoir à tous et à chacun. Donc, vous n'êtes plus que, si j'ose dire, rédacteur du Progressiste. Je suis rédacteur, il n'y a pas de diminution. Rédacteur en chef. Voilà. Voilà, donc le Progressiste qui nous parle cette semaine de Parlons Césaire. À tout mot césarien, ça va se passer le lundi 25 juin. Qu'est-ce que c'est Le lundi 25 rapidement juin, ça se passe à la salle paroissiale de Bellevue. C'est assez original. C'est un ensemble de... C'est à tout mot. Mm-hmm. Donc, à tout mot, la plante. On sait que ça s'écrit... C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots à tout mot et à tous les mots de Césaire. D'accord. Donc, il y aura Jean-Claude Duverger, il y a un poète haïtien, il y a tout ça. Il y a des mots, il y a des spectacles, enfin des tableaux, voilà, etc. Et l'entrée est libre et ce sera le lundi 25 juin. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris à 18h30, si je ne m'abuse. Voilà. Élie Marajo, bonsoir. Bonsoir, madame. Directeur de publication. En effet. Et alors, puis, je dois te dire que tu as une fan des fans qui ne jure que par toi. Je suis désolé. Elle me dit, monsieur qui a dit la vérité. Seul monde qui a dit la vérité ici, hein, c'est Élie Marajo. Il faut dire donc, Camille, si tu nous entends. Il faut dire à cette dame que je la remercie beaucoup, mais que je suis accompagné chaque semaine tu vois, tes mots comptent d'un certain nombre de gens beaucoup. Qui disent autant que moi la vérité. Voilà. Je partage. Michel Branchi, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc du journal Justice, oui. Directeur de publication. Rédacteur en chef. Directeur de publication, c'est notre camarade Fernand Papaya. Fernand Papaya, ouais. Voilà, à qui on dit bonsoir. Donc dans Justice, cette semaine, on parle de Macron encore. Vous lui en voulez, hein? Vous l'avez en ligne de mire quand même. Hein? Oui, nous tirons la leçon des visites des deux ministres qui ont pris des demi-mesures concernant l'hôpital et la Sargasse. Et pour la Sargasse, nous avons été assez outrés d'entendre une ministre dire qu'elle n'a pas trouvé de plan, qu'elle ne savait pas ce qui se passait, alors que nous sommes allés sur le site du ministère de l'Outre-mer et nous savons que depuis de nombreuses années, ils savent très bien de quoi ils retournent. Donc, l'éditorial que j'ai l'honneur de signer fustige cette attitude et s'adresse directement à M. Macron. Voilà, à lire donc dans Justice et on reparlera de Macron dans cette émission. Et puis notre invité de cette semaine, c'est Olivier Jean-Marie. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Alors vous vous définissez comme un citoyen ordinaire, c'est comme ça que tu te présentes en fait. Hein. Voilà, c'est ça, un simple citoyen qui est un observateur de la vie politique, économique et sociale de son île. Voilà, donc on parlera de ton dernier ouvrage, Grand l'Esprit, qui parle de thèmes qui te sont chers. On verra cela dans un moment. Mais pour commencer cette émission, on va parler de ces 4000 plaisanciers attendus sur une petite baie avec des bateaux à 3 moteurs. Donc cette fameuse Mercury Beach, la Mercury Beach qui revient aux Anses d'Arlet. Donc ce sera, si je ne m'abuse, à la fin du mois de juillet, avant le Tour d'Aïol. Donc, est-ce que c'est, selon vous, une catastrophe écologique, comme le disent certains, qui ont fait signer une pétition qui apparemment a son petit succès, hein, quand même, ou alors une opportunité économique pour la Martinique? Chaque fois qu'il y a eu un événement, qu'il soit sportif, qu'il soit culturalo-sociétal, excusez le néologisme. Tu viens de nous inventer un truc. Ah oui, j'invente toujours. Chaque fois, on nous a toujours fait miroiter les retombées économiques. Ça fait 30 ans, 40 ans, j'entends. C'est des retombées économiques pour le chômage, l'emploi des Martiniquais, etc., etc. Bon, je veux bien. Personnellement, je n'ai rien contre ce type de manifestation, sauf que j'aimerais être sûr que toutes les précautions écologiques, effectivement, ont été prises pour éviter que l'on ne se réveille après que l'on aura plié tous les bagages de cette Mercury Beach avec des dégâts qui vont durer. C'est ça qui me préoccupe uniquement. Sinon, bon, c'est une manifestation festive
qui effectivement attire beaucoup de monde, c'est vrai. Bon, pourquoi pas? Les Antilles sont connus pour aimer faire la fête. Donc faisons la fête, mais faisons attention. Eddy. Oui, en fait, je ne sais pas s'il faut... tu nous as enfermés dans une alternative un peu contrainte. Est-ce que c'est un danger écologique ou une manifestation à forte... C'est ce que certains avancent, notamment au sujet des tortues, la barrière de corail qui sera raclée par les anses des bateaux. Oui, je présume que les gens en question sont surtout des résidents, en fait, des gens qui ont leur villa ou leur maison. Pas seulement. Il y a des écologistes. Ça a été lancé par des gens qui sont des résidents, notamment. Moi, je pense qu'il faut d'abord, et on ne le fait pas assez, féliciter, encourager les gens qui prennent des initiatives de cette nature en Martinique. Parce que je pense qu'on leur tape trop souvent sur la tête. Donc voilà. Donc, et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est cette espèce de schizophrénie assez habituelle du Martiniquais qui, quand la Mercury Beach va à Sainte-Lucie, tape à gros coups de marteau sur la tête des politiques en disant « Voyez, vous êtes incapables de retenir une manifestation dont les retombées économiques sont formidables et qui part à l'étranger et qui stigmatise. » Et puis les belles à Carivini qui a dit « Ah ben ça y est, voilà, les politiques acceptent de mettre ça. » Bon, faut arrêter quoi. Des manifestations de ce type, il y en a des dizaines partout dans la Caraïbe. Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre. Si ça porte atteinte de manière trop flagrante à l'environnement, à l'écosystème, on trouve un autre lieu, c'est tout. Encore faut-il le prouver, faire des études, etc. Mais je crois qu'on n'en est pas là. Et de manière systématique, il y a un a priori défavorable sur des manifestations qui sont des manifestations, on va dire, de grande ampleur. Mais c'est quoi 4000 personnes? Nous, on fait une manifestation à Madiana, salon du voyage, on fait 25 000 personnes. Oui, mais vous n'avez pas de barrière de corail. Oui, non, mais, il y a pas de retombées on peut s'interroger sur les retombées écologiques de notre manifestation, sur le fait qu'il y ait des voitures, qu'il y ait des papiers par terre, qu'il y ait des barrières vauban, qu'on crée des embouteillages, tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de focus, quoi. Je pense que j'aurais préféré un dialogue, des gens qui disent, bon, écoutez, voilà, on fait un tableau, force, faiblesse, etc. Mais là, c'est d'emblée. Alors, quand il y a eu la Mercury Beach, le long ou à côté du Club Méditerranée, la première année, la deuxième année, la première année, c'était... il y avait les Salines, rappelez-vous, les Salines. Bon, il y a eu une levée de bouclier, après, les mecs sont venus en disant, les écologistes sont venus, qui faisaient partie de l'opération. Ils ont dit non, messieurs, on a regardé, il n'y a pas un bout de papier, tout était nickel, etc. Bon, ça veut dire qu'on peut dialoguer. Mais ce que je fustige, moi, c'est l'a priori. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dès que nous, Martiniquais, nous essayons de créer quelque chose d'innovant. Alors, pour répondre à la deuxième partie, la partie retombée économique, il est clair qu'il n'y a pas de retombée économique équivalente entre une manifestation qui se fait à domicile par rapport à une manifestation qui emmène les Martiniquais en vacances à Sainte-Lucie. Pour Sainte-Lucie, il y a de vraies retombées économiques, tout simplement parce que les gens dorment dans les hôtels et comme ils ne sont pas chez eux, ils dépensent. Tandis que là, les gens vont venir, ils vont rentrer chez eux, ils vont revenir le lendemain. Donc ce n'est pas la même chose, sauf pour les boutiques, les restaurants qui sont sur place, qui là vont forcément faire une très belle journée. Michel. J'ai un peu la position qu'a exprimée Daniel. Tu viens de renforcer un peu l'argument sur les prétendues retombées économiques, encore que les défenseurs du tourisme te diront oui, mais les retombées ne sont pas des retombées immédiates, mais c'est des retombées en termes d'image, en termes de réputation. Bon. Mais moi, je crois qu'il faut... il y a des réglementations. Il faut les appliquer. L'État doit faire respecter d'abord l'ordre public, pour éviter que, sous prétexte de manifestations festives, eh bien qu'un certain nombre de consommations illicites, mais oui, que ce soit l'occasion de la promotion
de la valorisation, de la banalisation d'un certain nombre de consommations illicites. Bon. Et puis deuxièmement, qu'effectivement, on prenne des mesures pour éviter les retombées néfastes pour l'environnement. Mais parce qu'effectivement, si on va dans ce sens-là, on ne fait rien. On retourne à la Martinique au temps des Arawaks. On va aller loin, là. Non mais... Et même pas dans cette période-là, je suis sûr qu'il y avait des fêtes. Oui. Oui. Donc moi, je suis pour que la manifestation soit respectueuse d'un certain nombre de règles, parce qu'il y a des organisations, il y a la DEAL, il y a l'ADEME, il y a un certain nombre d'organismes qui Direction de la mer. La direction de la mer, que ce soit balisé et que ce soit appliqué de manière stricte. Très bien. Olivier. Alors, moi, ce que m'inspire cette affaire-là, c'est que c'est surtout l'absence de dialogue qu'il y a entre les élus et la population. C'est-à-dire qu'on a aux Anses d'Orléans une population qui visiblement n'a pas été consultée par le maire, qui a pris sa décision en étant convaincu que c'est quelque chose de bénéfique pour sa commune, pour des retombées économiques qu'il faut aussi évaluer, parce qu'on parle souvent de retombées économiques et qu'on évalue rarement. Or, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de mesure pour savoir en fait quelles sont les retombées économiques et quels sont les acteurs qui bénéficient de ces retombées économiques-là. Donc il y a des modèles, c'est quelque chose qu'on peut modéliser. Et pourquoi le maire, donc M. Larcher, n'a pas organisé une consultation de sa population sur un événement qui va quand même impacter le quotidien des Arlésiens. Et c'est dommage, c'est une occasion perdue de consultation et peut-être d'un espace de discussion, de débat qui peut-être aurait évité cet affrontement-là, cette confrontation-là. Et quand les citoyens n'ont comme recours que de publier une pétition, c'est le signe d'une absence de dialogue et d'espace de discussion entre des administrés et des élus. Et c'est ça qui est regrettable. Autre chose, sur la fête en elle-même, la fête fait partie de notre culture. Et pour moi, ce sont des instants de connexion, de prise de conscience qu'on n'est pas tout seul et qu'on forme une communauté. Donc pour moi, la fête, c'est quelque chose de très très important au niveau donc de notre communauté, de notre pays, de notre nation, on l'appelle comme on veut. Et c'est quelque chose d'important. Après, quel sens on donne à cette fête-là ? Est-ce que faire la promotion d'une marque de bateau à moteur, est-ce que ça a du sens ici en Martinique aujourd'hui ? Quel sens ça donne ? Quel bénéfice on en retire ? Quel bénéfice quelle signification ça a ? C'est ça. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais il y en a sûrement une, hein. Je ne l'ai pas encore trouvé. On va la chercher. Je ne suis pas sûr qu'il faille stigmatiser l'absence de dialogue à travers le réflexe pétitionnaire. Il y a de très nombreux exemples de pétitions qui ont été lancées après un dialogue infructueux. Donc je suis pas sûr que le fait qu'il lance une pétition soit la preuve de l'absence de dialogue. La pétition est une nouvelle forme beaucoup plus efficace aujourd'hui de protestation et de mise en garde grâce évidemment aux réseaux sociaux. Ça va 10 fois plus vite. Avant, rappelez-vous, on passait de maison en maison, signait une feuille, etc. Bon, c'est un outil. Moi, je suis persuadé que, et là je suis d'accord, le dialogue doit primer et devenir un élément majeur de la démocratie. Mais il est clair que souvent, un certain nombre de décisions politiques sont prises arbitrairement. On va dire ça. En fait, unilatéralement. Et parfois, elles s'imposent. Moi, j'ai pas envie de comparer tout et n'importe quoi, mais moi, il y a un président de la République qui a décidé d'abolir la peine de mort, alors que la très grande majorité des Français étaient contre. Il y a un président de la République
qui a décidé d'accorder la liberté de mariage aux homosexuels, alors que l'immense majorité des Français sont contre, et les Martiniquais, alors là, qui ont encore. Et puis... Ah non, non, et non, puis, non, non, je suis désolé, c'est pas du tout la même chose. Le mariage pour tous figurait dans le programme de François Hollande. Oui, non, Et mais... alors Non, Et alors non, mais... Et alors C'est pas parce que ça figure dans un programme. C'est pas parce que... Ça, c'est très intéressant. Alors, Olivier, attends, Olivier, Ça, c'est très- Olivier, c'est très le intéressant. principe de l'émission, je te le rappelle, c'est on évite de s'interrompre. Et puis le troisième que je mets en regard, il y a un président de la République, qui est François Mitterrand, qui a décidé, de manière unilatérale, avec l'appui du Parlement, bien évidemment, mais il avait la très grande majorité, de donner une liberté totale aux radios. Voilà 3 décisions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui pourtant partent de ce fait central de la démocratie, c'est que une fois que vous avez élu un président de la République, et une fois que vous lui avez donné la majorité politique, il est en droit, il est même en devoir d'appliquer ce que la majorité du Parlement Pour autant, ça va justifie le manque de dialogue. voter. Non, j'ai dit, rappelle-toi, je l'ai dit, j'ai dit le dialogue Voilà, doit primer. c'est ce que je dis, Mais malgré tout, le principe de la démocratie, c'est que la majorité, au bout d'un moment, doit l'emporter. C'est ça le principe. Sinon, on ne fait plus rien. Oui. Daniel. Ouais, avant qu'on ne fasse comme d'habitude une déviation des sujets traités, je voulais revenir sur la Mercury Beach. Peut-être pour atténuer légèrement ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas pensé à dire que M. Gilles Van Ajouru est quand même un homme sérieux. Donc, je crois qu'on Qui peut... est l'organisateur de la manifestation. Pardon, l'organisateur de la monsieur manifestation, merci. Je crois qu'on peut, jusqu'à preuve du contraire, lui faire confiance pour avoir pris la mesure de toutes les difficultés, de tous les dérapages possibles qu'il peut y avoir. Très bien. Alors, on va passer vite sur la subvention qui pourrait avoir été accordée, on va dire ça comme ça, par la CTM à cette manifestation. Oui, normal. Pourquoi pas? La CTM a accordé des subventions à des manifestations sportives, notamment Surf Pro. le surf, la manifestation de surf. Le conseil régional de l'époque de l'ancienne majorité avait accordé des subventions. Martinique pour le surf. Il y a des subventions publiques qui sont accordées à des événements de motonautisme, rappelez-vous. Il y avait une bagarre d'ailleurs entre des Martiniquais et puis des non-Martiniquais. Ça se passe de manière régulière. Okay, et donc moi je n'y vois aucune contre-indication. Alors, avant de porter un avis sur la subvention, je voudrais quand même revenir sur la question de la légitimité. Donc, toutes les mesures que tu as citées, Eddy, en fait, compte figuraient dans le programme électoral de François Mitterrand. Donc, l'abolition de la peine de mort figurait, la libération des ondes figurait, tout ça, ça figurait. Le mariage pour tous figurait dans le programme. Donc, une fois qu'il a été élu, il a une légitimité. Est-ce que l'organisation de la Mercury Beach figurait dans le programme électoral du maire des Anses d'Arlège? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Donc, c'est la question de la légitimité. C'est pas parce qu'un maire a été élu, et largement élu, que toutes les décisions qu'il prendra sont légitimes. Et il faut poser cette question de légitimité-là régulièrement à la population si ça n'a pas été inscrit au programme électoral. Alors, Michel s'étonnait. Michel m'a dit, mais c'est pas parce que c'est inscrit au programme électoral que ce n'est pas inscrit au programme électoral. Mais je suis désolé, le programme électoral, moi j'accorde encore de l'importance au programme électoral. Alors, je peut-être tort, je me suis peut-être trompé. Voilà. Mais j'estime que ce sont des constats passés entre les personnes qui votent et les personnes qui sont élues. Mais je me suis peut-être trompé, c'est plus peut-être ça. J'ai l'impression que... très vite, parce qu'on va passer à notre sujet. Donc, vas-y, Michel. Je suis un peu surpris, voilà. Je vais répondre parce que la démocratie a bon dos. La démocratie, alors on va opposer la démocratie citoyenne et puis la démocratie par délégation, etc. Non. Alors, c'est un débat. Bon, ce que je veux dire simplement, sur la question du programme. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que M. Macron veut démolir le système de retraite par répartition en nous mettant une retraite par points
et qu'il avait annoncé de manière sibylline dans son programme 1 euro cotisé, ce sera 1 euro récupéré en matière de retraite, est-ce que vous croyez que vous empêchez la lutte des classes? Et moi le premier, la CGT et le Parti communiste de lutter contre la démolition d'une avancée essentielle apportée par le Conseil national de la résistance. On est? Bon. Alors, quant aux programmes électoraux, justement, je suis pour les programmes électoraux. Je suis dans un parti qui se donne la peine chaque fois de présenter un programme. Et nous n'appelons pas les citoyens, simplement, on étudie la situation d'un pays et on essaie de proposer des solutions qui sont acceptées ou qui ne sont pas acceptées. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Dans la démocratie amputée, qui est la démocratie bourgeoise aujourd'hui, amputée par les médias, la plupart des citoyens souvent ignorent le contenu réel des programmes. Et par conséquent, s'autoriser sur un certain nombre de sujets de société, là je vous rejoins, je pense que, par exemple, sur le mariage pour tous, c'était une occasion de consulter les citoyens. Et je vais dire en plus que quand il y a une différence telle de l'état de l'opinion publique dans une république, aux États-Unis, sur cette question, qui est une république fédérale, donc les États ont des positions très différentes sur ces grandes questions de société. Moi, je ne vois pas pourquoi la République française va imposer au peuple d'outre-mer qu'un parcours tout à fait différent sur ces questions. Consultez la sociologue Juliette Smeralda sur ces questions-là. Mais c'est une forme d'assimilationnisme. Alors on nous dit, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Non. Sur cette question-là, vous allez imposer ça à Mamoudzou. Ils sont musulmans. OK? À Tahiti. Puis en Nouvelle-Calédonie, au Kanak. Et puis en Martinique, qui est une société issue de l'esclavage, avec 4 siècles d'oppression. Non. Ça méritait un référendum, une consultation. Ce qui ne garantit nullement que l'autorité, avec un grand A, suive les résultats du référendum. Absolument. Rappelons-nous Sarkozy et l'Europe. C'est parti par la porte, c'est rentré par la fenêtre. Tout à fait. Alors, autre sujet auquel on va s'intéresser, c'est le cyclotron. Puisque cette semaine, le cyclotron de Guadeloupe a démarré, ça y est, c'est fait. Donc les spécialistes sont venus, tout roule, et les Guadeloupéens vont pouvoir donc utiliser cet appareil, qui est donc un appareil conçu pour soigner certaines formes de cancer, certains cancers, avec un PET scan. Donc voilà, une technologie très avancée pour soigner les cancers que les médecins et les patients réclamaient à corps et à cri. Donc il y a eu cette lutte, je vous rappelle, entre la Martinique et la Guadeloupe, on va dire ça pour aller rapidement. Et donc, le cyclotron devait se faire au départ en Martinique et pour l'ensemble de la région, Guyane, Guadeloupe, etc. Puis, la Guadeloupe a demandé le sien. Il a vertement réclamé et exigé, et il a obtenu qu'il y ait un deuxième cyclotron à Guadeloupe. Et ne voilà-t-il pas que le cyclotron de Guadeloupe est prêt, bien avant celui de la Martinique, et on ne sait toujours pas quand celui de Martinique va démarrer. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses de façon aussi simpliste ou c'est bien plus compliqué que ça, Eddy? Bon, c'est largement plus compliqué que ça. Déjà dans l'objet de la technologie, puisque la technologie du cyclotron est associée à celle du TEP-scan, le cyclotron est un outil associé au TEP-scan pour détecter les cancers. C'est à partir de cette détection radioactive que les malades sont diagnostiqués beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement, ce qui leur permet d'espérer une guérison beaucoup plus rapide. Mais en fait, la problématique de départ était une problématique économique avec un effet de synergie et d'économie d'échelle, puisque l'idée c'était de mettre un cyclotron en Martinique qui puisse servir la Caraïbe du Sud et la Caraïbe du Nord, puisque la Martinique étant, on va dire, à mi-chemin
Parce qu'en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que la production d'éléments radioactifs, ces éléments radioactifs ont une durée de vie assez courte. Donc en fait, une durée de vie de quelques heures. Donc si on est trop loin, ben, celui qui est tout au bout de la chaîne, il ne peut pas être bénéficiaire. Par exemple là, les éléments radioactifs qui seront produits en Guadeloupe, si on les prend, on les met dans un avion et on les emmène en Guyane, dans le fameux TEPSCAN en question, ben, ils arrivent, ils ont une durée de vie, c'est trop long, la distance est trop longue. Donc, les Guadeloupéens n'ont pas accepté l'idée d'être une nouvelle fois la remorque de la Martinique. On va dire, à la périphérie d'un centre martiniquais. Ils le sont sur pas mal de comment dirais-je, de composantes, de domaines, donc ils l'ont refusé. Et le lobbying très actif de M. Lurel a permis de... Bon, mais c'est bien évidemment un non-sens économique global, bien évidemment, puisque le cyclotron guadeloupéen a été calibré pour la population guadeloupéenne et les Martiniquais ne pourront pas en bénéficier. Il aurait fallu, et pourquoi pas en Guadeloupe, mais mettre un cyclotron beaucoup plus important, en tout cas une capacité de production beaucoup plus importante pour qu'ils puissent traiter Martinique plus Guadeloupe. Devant l'énormité de l'investissement, les Guadeloupéens ont dit, bon, comme on ne pourra pas gérer la maintenance, c'est la maintenance en fait, c'est le coût de la maintenance. Ouais. C'est pas l'investissement. L'investissement, c'est quelques millions d'euros. N'importe quelle collectivité peut se payer un cyclotron. Mais c'est surtout le coût du système à long terme. Donc ils ont dit, bon, on baisse le niveau, mais en baissant le niveau, ils ont exclu la Martinique, tout simplement parce que la Martinique a frimé en disant, de toute façon, vous pouvez faire le vôtre, on aura le nôtre. Mais nous, avant qu'on ait le nôtre, il va encore s'écouler plusieurs années. Mais de toute façon, on l'aura, parce que vous connaissez la rivalité politique ancestrale. Oui, c'est là-dessus que je voulais intervenir, justement. Oui. Dans ce domaine de la santé, de ce domaine médical, il en est comme dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Cette vieille querelle Roland du système colonial. Tout à fait. N'arrête pas de nous gêner, de nous brimer entre Guadeloupe et Martinique. Il eût été effectivement, comme le disait Eddy, il eût été plus normal et plus malin et plus intelligent de faire une structure qui profite à la fois à la Martinique et à la Guadeloupe. Le cas de la Guyane reste toujours un petit peu en marge, disons. Malheureusement. Ils auront le leur. Ils auront alors voilà, la seule solution maintenant, c'est que chacun ait le sien. Surtout si la technologie évolue. De toute façon, c'est une technologie qui évolue très vite. Tout à fait. Ça évolue très vite. Et ce qu'a dit Eddy en ce qui concerne les produits radioactifs est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est une technologie à la fois à court et à moyen terme. D'accord ? Donc, il faut absolument tenir compte de ces éléments-là quand nous aurons peut-être un jour notre propre cyclotron. Surtout que l'évolution de la technologie va vers une détection des cancers aujourd'hui qui est une détection biologique. À travers juste une prise de sang. Tout à fait. Je veux dire, l'imagerie n'est plus la technologie d'avant-garde. Le cyclotron est dépassé ? Oui. Presque. Donc, c'est pas la peine de faire le nôtre, alors. Mais regardez, le dernier truc qui vient de tomber, c'est il fallait des examens pour détecter tel ou tel cancer. On vous prend une petite goutte de sang et on vous dit si vous avez ou pas. Et on vous dit même quel type de cancer vous avez. Oui. Michel. Non. Il faut éviter de tomber dans ce piège. Je m'adresse à mon ami Daniel. Nous avons milité à la GEM. Je me souviens... Association générale des étudiants martiniquais. Et dans l'ombre du Front antillo-guyanais pour l'autonomie. Tout à fait. Avec Béville, qui est mort dans un accident d'avion. Le crash de 1962. Avec Glissant, avec Cosné Marie-Joseph. Ah oui. Avec Alain Plenel. Alain Plenel, bien sûr. Etc., etc. Et nous avions compris dès ce moment-là, que la libération nationale
anti-Guyane était un combat commun. Et que si on voulait dessiner un avenir économique viable, il fallait... Alors, par-dessus, il y a eu les capitalistes qui sont venus nous dire qu'il faut un marché. Bon, mais nous avions imaginé les choses de manière plus large, qu'il fallait avoir une vision globale. Et c'est comme ça que nous avons constitué l'université. Nous avons été des combattants de l'université anti-Guyane. Et nous apercevons que maintenant, on a réussi. Et ça, c'est le colonialisme français, ça. À détruire l'université anti-Guyane. L'espace d'un voyage d'avion, j'étais là, à l'Atrium. Hollande dit à Letchimy, vous aurez votre cyclotron. Il prend l'avion, dans l'avion, il est avec Lurel. Vous aurez aussi. Il dit vous aurez votre cyclotron. Oui, oui. Et puis nous maintenant, on dit, les Guadeloupéens ont leur cyclotron dans les conditions qu'elle a dit, et puis on va dire, et puis il y a des pétitions qui disent les élus martiniquais sont nuls. Bon, les conditions sont différentes, bien sûr. Bon, la collectivité a voté un montant, je dois le rappeler quand même, 1 300 000 quand même. Et que, bon, par contre, on a choisi un autre procédé, c'est de le faire avec le CHU. Et quel est l'obstacle? C'est que le CHU est en Chine-Bongtong. C'est ça le problème. C'est ça qui fait que ça n'avance pas. On n'a pas voulu prendre la maîtrise d'œuvre, même parce qu'on n'est pas les élus ne sont pas. C'est l'occasion de dire. C'est les professionnels, c'est eux qui. D'ailleurs, le projet était porté par des professeurs de médecine, des gens qui connaissaient bien le dossier, tel que l'a expliqué excellemment Eddy, et qui ont montré le coût économique et l'intérêt médical. Donc c'est ça la situation. Alors, moi je crois qu'il faut raison garder. Il ne faut pas accepter qu'on oppose comme ça Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais. Voilà ce que je dis pour le moment. Olivier. Tout à fait. Alors moi je trouve que le colonialisme français a bon dos. À bon dos. Eh ben, il n'existe pas. Non, c'est pas ce que je Il dis. n'a pas existé le colonialisme là. Alors, je croyais qu'on ne s'interrompait pas ici. Non mais moi, Non mais est-ce que je peux développer, monsieur Brochy? Oui, tu peux développer. Merci. Mais Donc je pas ni trouve colonialisme. que le colonialisme français a bon dos. Quand nous avons une classe politique qui n'a jamais Classe eu politique. autant de pouvoir que pendant la décentralisation et qu'aujourd'hui. D'accord? Et Vas-y. non, je suis un peu surpris par la réaction de mon voisin. Manque de tolérance. Mais bon, non, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a un jeu donc de l'État français, mais nous, Martiniquais et Guadeloupéens, nous ne sommes pas assez grands, assez intelligents pour comprendre qu'il y aurait peut-être une optimisation à faire en mutualisant les moyens quand même. Je pense que il y a peut-être aussi une responsabilité des hommes politiques, donc que ce soit à l'époque Lurel et Letchimy. Moi, je suis en droit d'attendre, je me trompe peut-être, de ces responsables politiques-là, qu'ils puissent réfléchir et prendre des décisions intelligentes qui nous permettent, en période de raréfaction des ressources budgétaires, d'optimiser l'usage des deniers publics. Voilà. Donc, je pense que, bien sûr, c'est peut-être un reliquat du colonialisme. Mais okay. Aujourd'hui, j'estime que nous sommes, aujourd'hui notamment nos hommes politiques, sont des hommes qui sont intelligents, qui sont formés, qui sont responsables et qui peuvent aujourd'hui dépasser ces conditionnements-là. Voilà. Alors, il y a quand même un élément qu'il faut rappeler, c'est que, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça le colonialisme, mais Michel a peut-être raison, mais je pense qu'il n'emploie pas les mots adéquats. Et probablement par volonté de ne pas jeter trop d'huile sur le feu, parce que c'est quand même un élu politique. Le champ de responsabilité de l'État. Et donc, moi, je trouve totalement anormal que des hommes politiques
qui utilisent des fonds publics dont la majorité de la provenance est l'impôt des citoyens, que ce soit les nôtres ou ceux de l'Hexagone, puissent prendre cet argent pour pallier les défaillances de l'État. Parce qu'un cyclotron, c'est géré, a priori, par un service public. Il y a des cyclotrons privés, mais bon, c'est pas ça nous, on a décidé d'avoir. Si un jour la clinique Saint-Paul ou la clinique Sainte-Marie décident d'avoir un cyclotron, tant mieux pour eux. Ils auront des financements privés, ils feront peut-être la quête, ils auront de l'argent pour faire un cyclotron. Mais là, on parle de cyclotron public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État français doit investir ou pas, c'est à lui de prendre la décision, dans un cyclotron. Et il sait pertinemment qu'il va falloir faire des choix optimisés. Et si l'État français avait pris ce dossier à bras-le-corps, comme ça devrait avoir été le cas, eh bien, il y aurait eu un cyclotron en Martinique ou en Guadeloupe capable de gérer des populations qui se trouvent à 200 km de distance. Voilà. C'est faute d'avoir répondu à une demande qui est une demande légitime, puisque on pourrait d'ailleurs générer un service pour plus d'1 million d'habitants si on fait Martinique plus Guadeloupe plus Guyane. Oui, parce qu'il faut quand même une échelle. Oui, bien sûr, il faut 1 million d'habitants. Il y a largement, c'est parfaitement légitime d'avoir un cyclotron. Mais comme nous, c'est des nègres, nous pas ni doigts, ni un cyclotron. Donc comment les go nationalistes est arrivé sur la table? L'URL a dit, ah bon, parce que nous, c'est des nègres, nous pas ni doigts, ni un cyclotron. Et Chimie a dit, ah bon, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre de l'argent, je vais voter un truc pour avoir un cyclotron. Mais l'État lui a dit, pas de souci, à l'URL et à machin, pas de souci, les mecs. Vous achetez le cyclotron, c'est une machine, hein, ok? Mais derrière, qu'est-ce qui va payer les salaires? C'est moi. Donc, je ne suis pas d'accord. Voilà ce qui s'est passé. Et l'URL, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tordu la main, le bras des ministres de l'époque, qui ont dit, bon, de toute façon, comme on est à la ramasse et qu'on va se faire exploser, tiens, on signe, et puis c'est tonton Macron ou le futur président de la République qui va gérer le paiement. C'est ça la réalité. C'est que l'ego nationaliste est venu pallier l'absence d'équité nationale. C'est ça le problème. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que dans un domaine qui est le domaine régalien, donc un domaine de l'État, il y a une espèce de disparition, et c'est ça qui crée les problématiques actuelles du CHUM et des autres hôpitaux, parce qu'on ne parle pas des hôpitaux de Guyane, c'est une catastrophe. Oui, et bien Guadeloupe, sûr. Alors, il faudrait faire une émission entière spécial. sur les hôpitaux. Là, on serait là pour 2 heures, hein, Oui, vraiment. ça, il y a beaucoup à Et dire. d'ailleurs, il y a une manifestation aujourd'hui, enfin vendredi, pour l'hôpital de Trinité, qui Tout à fait. est vraiment en grand danger. Mais ce sera pour une prochaine émission. Je vais vous poser une devinette maintenant. Qui a dit on dépense un pognon de dingue dans des aides sociales pour des gens qui n'arrivent même pas à s'en sortir? François Hollande. François Mitterrand. François Mitterrand. Monsieur Emmanuel Macron. C'est Emmanuel votre Macron cher président. dit Manu. Alors, quand on sait que les Ah oui, oui. allocataires des minima sociaux sont beaucoup plus nombreux aux Antilles-Guyane, on se sent quand même un petit peu concerné. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il a raison de dire ça. C'est vrai qu'on dépense beaucoup d'argent. C'est plusieurs milliards qui sont dépensés pour aider La France voilà, est le pour financer premier- les minima sociaux. La France est le premier pays européen en termes de dépenses sociales au sens large du terme. Oui, et finalement, c'est vrai qu'ils ne s'en sortent pas, parce que le chômage reste très élevé, les familles monoparentales, enfin, on a l'impression Mais d'un puits sans fond. est-ce- Alors, Michel, est-ce en les il a diminuant raison, là, quand même, avec un peu d'honnêteté. Alors, ce n'est pas que. Alors, j'ai appris aux premières années d'économie, et même avant, avec Pello. Vous connaissez Pello? On sait qu'on est de pélo. On connaît de pélo. Que quand on a deux phénomènes, l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on dépense beaucoup d'argent qu'il y a beaucoup de pauvres. Je dirais même, c'est parce qu'il y a beaucoup de pauvres qu'on est obligé de dépenser beaucoup d'argent. Et on dépense beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de pauvres, pourquoi? C'est parce qu'il y a le chômage de longue durée. Et il y a sûrement des gens qui sont arrivés au-delà
de leurs moyens, des allocations chômage, ce qu'on appelle la SS, et qui sont obligés de tomber dans le RSA. Donc, et le véritable problème, c'est le mécanisme qui produit les inégalités sociales. C'est ça, le fond du problème. Bon, et là-dessus, je vais m'appuyer sur les études, notamment, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de citer l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques. Je préfère citer celui-là, je ne vais pas vous citer Économie et politique. Non, quand même pas. La revue marxiste d'économie du PCF. Ce serait de parti pris. Ce serait de parti pris. Qu'est-ce qu'il nous dit l'OFCE? C'est que ce système a permis quand même à la France, malgré tout, par rapport aux autres pays européens, même s'il y a encore beaucoup de pauvres, d'avoir un taux de pauvreté inférieur à celui de l'Allemagne. Donc, par conséquent, et ça a permis ce système à la France en 2008-2009, même Sarkozy l'a reconnu, c'est grâce au système, à l'amortisseur social, que la crise financière capitaliste, j'utilise les mots tels qu'ils sont, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et appeler un chat un chat. Cette crise financière 2008-2009, elle a été moins ravageuse en France que dans beaucoup de pays européens, notamment la Grèce, ce qu'on appelle le sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, qui a une dette bien supérieure. Colossale, et qui d'ailleurs est à l'heure actuelle une bombe à retardement pour l'Union européenne. Donc, alors le vrai problème, c'est cela. Et quant au mode d'expression, ça traduit le mépris de classe de ce président. Ça s'appelle le mépris de classe. C'est un pognon de dingue qu'on dépense pour les pauvres. Il ne peut pas cacher son mépris à l'égard des classes populaires. Voilà, voici ma réaction. Olivier. Alors, moi, j'y vois là un sujet concernant l'évaluation des politiques publiques et des dépenses publiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans tous les domaines sportifs, culturels, économiques, c'est vrai que l'État français notamment intervient beaucoup dans l'économie. Et derrière tout ça, les agents aussi institutionnels comme la CTM interviennent beaucoup dans l'économie. On ne dispose pas de procédure d'évaluation donc des dépenses publiques. C'est-à-dire que on a du mal à se fixer déjà des objectifs et après à regarder est-ce que les objectifs ont été atteints et puis on est rentré. Est-ce que le pognon de dingue qu'on dépense sert? Non, le terme est extrêmement maladroit et je partage l'avis de Michel Bronchi. Ça traduit un certain mépris pour les populations qui, selon moi, ne sont pas heureuses dans cette situation-là. Donc, ce sont pas des gens qui sont particulièrement épanouis, qui sont dans ces situations-là. Mais se pose aussi la question de savoir quel est le sens de ces dispositifs-là. Est-ce qu'il n'y a pas matière à les optimiser? Et comment on mesure l'efficacité de ces dépenses-là? Et quel sens on donne à ces dépenses-là? Et je pense que c'est valable pour l'aide sociale, mais c'est valable aussi pour le soutien à l'économie, le soutien à la culture, le soutien aux manifestations culturelles ou festives, voilà. Donc c'est ce qui m'interpelle dans ce sujet-là. Daniel? Pardon, j'étais plongé dans une autre lecture. Non, on peut. La seule chose, quand j'ai entendu ça la première fois, ces propos de Macron, mis à part l'indignation sur les termes employés, qui prouvent effectivement, je suis d'accord avec Michel, le mépris de classe de ce président, pour lequel je n'ai pas voté. Moi, j'ai voté pour lui pour écarter Le Pen. Alors, pour lequel je n'ai pas voté, j'ai voté contre Le Pen. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et je n'ai pas voté pour son programme. Bah, absolument. Okay. La première chose que je me suis dite, c'est, sur le principe, il n'a pas forcément tort. Car le niveau de dépenses en milliards d'euros de la France pour les aides sociales, pour parler vite, est très élevé. Sans doute y a-t-il des correctifs à apporter pour juguler une dépense qui va toujours en s'accroissant. Mais, c'est là que le bas blesse,
cela doit-il se faire au détriment de ceux qui déjà n'ont rien? Parce que ce gouvernement-là et ce président-là, il semble que toutes les décisions qu'il est en train de prendre, ou qu'ils sont en train de prendre, n'aient pour but que de... Comme on dit en Martinique. Fais attention parce que ça va être caricatural. Donc, que de s'asseoir... Prends ton temps. Je prends mon temps. Que de s'asseoir sur ceux qui ont déjà des difficultés à s'en sortir. Tu vois, je ne suis pas trop caricatural. Oui, c'est limite. Non, C'est un pognon de dingue pour oui, rien. il faut quand même le rappeler. C'est 57 milliards d'euros. 57 milliards, mais oui. Bon, ça représente un peu plus, presque 15% du budget de l'État français. Il y a quelqu'un qui pourrait dire ça, j'allais dire 5 fois plus fort, c'est Michel. Oui. Parce que Michel, lui, il a un budget, c'est pas 15%. Hein. C'est près de 50%. C'est près de 50% de son budget. Nous avons un budget social à la CTM, c'est l'occasion d'en parler, puisque nous avons un budget social qui est en gros de 400 millions d'euros sur 1 milliard 100 millions. Alors, c'est l'occasion de dire, j'ai entendu à la plénière des gens de dire, je ne comprends pas, il y a 1 milliard, avec 1 milliard, on peut beaucoup de choses. Bon. Sauf que le taux de rigidité, je m'excuse, le taux de rigidité, c'est-à-dire les dépenses qui sont imposées sont considérables et que les marges de manœuvre sont très faibles. Bon, fais-moi la parenthèse. Ce sont des dépenses affectées. Ce sont des dépenses affectées et par conséquent, Notamment, ça ces suffit. fameux minima sociaux. À chaque plénière, il y a un personnage qui dit c'est 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Je préfère ne pas le citer. J'espère que c'est pas un élu. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que, encore une fois, vous vous rappelez qu'on avait étudié de manière la sémantique on avait fait un peu l'exégèse des propos de Bernard Ayotte, vous vous rappelez? Oui. Et les médias avaient pris une petite partie de la phrase, ils n'avaient pas fini la fin. Mais Macron, c'est pareil. Hein. Macron, les médias ont pris le début, et évidemment, ils ont évacué la fin. Il dit la chose suivante, il dit, on dépense un pognon de dingue pour les aides sociales, en clair, pour les gens qui sont pauvres, et il continue à être pauvre. Donc, il a quand même légitimement le droit de se poser la question. Vous mettez 57 milliards d'euros sur la table pour faire en sorte, non pas de contenir la pauvreté, parce que l'ambition de l'État français, c'est pas de contenir la pauvreté, c'est d'effacer la pauvreté. Donc, le type, c'est lui qui gère le truc, il dit, attendez les mecs, vous mettez 57 milliards, et au lieu d'effacer la pauvreté, parce que c'est ça le truc pervers, vous l'augmentez. C'est ça. Et toutes les... Alors, bien que la France soit le meilleur élève de l'OCDE, c'est le meilleur, mais non pas en efficacité de réduction de la pauvreté, mais en dépenses. En dépenses. Oui, Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que le système français vit de ça. Il vit des dépenses publiques pour le social. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'un certain nombre d'acteurs économiques disparaîtraient. Je ne parle pas des pauvres, hein. Je ne parle pas des gens qui sont en difficulté financière. Qui vivent de l'aide versée. Voilà. Et c'est ça qui est terrible. Une partie de l'économie sociale et solidaire, notamment des associations, vivent de l'aide sociale versée à travers elles aux gens qui en ont besoin. Alors, en fait, ce que Macron... Et vous allez voir, hein, je prends un pari. Avant la fin du quinquennat de Macron, Michel sera d'accord avec Macron. Macron dit Michel sera macroniste. Mais bien sûr, parce que Michel est déjà d'accord avec un certain nombre de mesures, mais il ne le dit pas, il ne peut pas le dire ici. Je vais te les citer. Par exemple, quand Macron dit « je retire la gestion de la formation professionnelle, de ces sommes colossales au MEDEF », Michel ne va jamais dire « Ah, enfin, les mecs vont arrêter de se partager tout ce blé. » Et ils enlèvent surtout aux régions. Non, mais il l'enlève au MEDEF. Ouais. Il l'enlève au MEDEF. Et ça, tu vas pas dire ça. Bon, moi, je me fais son porte-parole. Qu'est-ce qui se passe? L'aide sociale, on a compris que le système ne fonctionne pas. Parce que quoi? C'est un système capitaliste, mais dans l'économie sociale et solidaire. Une partie considérable de l'aide sociale, qui normalement devrait arriver directement à l'individu qui est aidé, est ponctionnée par un système extraordinaire de pompage pour une partie associative, pour l'autre partie capitaliste. C'est ça. C'est-à-dire que là, alors je ne vais pas tout vous donner, mais il y a une étude
il y a une étude de la DRES, qui est la direction, la direction nationale de l'économie. L'organisme c'est la direction de recherche des études et l'évaluation des statistiques, qui dit la chose suivante. Bravo, la France permet de bien gérer cette histoire de pauvreté avec un chéquier. La France est généreuse. Très bien, mais qui touche? C'est-à-dire qu'au bout du compte, au lieu d'avoir, 95%, le type qui doit recevoir, il touche en fait 60%. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, qui prend les 40%? Le système. Et le système, c'est quoi? C'est les banques, c'est les assurances. Il faut revoir le système. Mais bien sûr, complètement. Et c'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'il va faire. Par exemple, dans la formation, il dit, c'est bizarre ça, les régions gèrent les CFA. Et le mec, il regarde comment ça se passe. C'est pas les régions qui ont des problèmes d'efficacité. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'entre 100 € que Michel va envoyer vers les CFA finalement n'auront que 60 €. Qui prend les 40 € entre eux? Donc ce que Macron est en train de faire, c'est ça, c'est de dire, attendez les mecs, les 40% là, ils vont où? Qui est-ce qui mange cet argent? Et Olivier a raison. Dans le sport, on a la même chose. Dans l'aide économique, on a la même chose. La question sur l'évaluation des politiques publiques, parce que si on faisait ça très précisément, et là cette étude le fait, on dirait oui, il y a 40% de parasites en réalité. Et ce qui fait trembler les gens, c'est ça, c'est le parasitage des aides publiques est en train d'être identifié et peut-être, est-ce qu'il aura le temps d'être éliminé? Parce que c'est ça la réalité. Alors, sur la question de l'évaluation des politiques publiques, je voudrais profiter de ma présence à côté de M. Branchi pour lui poser la question suivante. L'article 6 du contrat de mandature prévoyait une évaluation des politiques publiques menées par la CTM tous les 2 ans. Ouais. Et je voudrais savoir où vous en êtes, si ça a été déjà fait. Je ne crois pas que ça soit le cas. Et est-ce qu'il est prévu que ça soit fait? Selon quelle méthodologie, quel calendrier Ça, c'est précis. Bon, alors... Il est redoutable, ce petit Olivier. Oui. Alors, les éléments d'évaluation, ils sont quand même fournis. Alors, je ne dis pas que je suis entièrement satisfait de cette évaluation, mais les éléments, parce que je vais vous expliquer pourquoi. La CTM, c'est une construction. C'est-à-dire que ce n'est pas un organisme comme l'ancien Conseil général qui avait plus de 100 ans d'existence et qui se perpétue. Et il suffit on change une équipe et on fait des évaluations à partir de ce qui est là, on met notre méthodologie de travail. La CTM, c'est une machine de 4200 personnes. Et pour le moment, nous sommes en train d'essayer de faire en sorte que les cultures des 2 entités, Conseil général et Conseil régional. Et ce n'est pas simple. Je suis de ceux qui ont toujours pensé que ça prendrait au moins le temps d'une mandature. C'est-à-dire que les procédures administratives sont en train, au fur et à mesure, d'être établies. Les circuits sont en train d'être établis. Mais néanmoins, nous venons de produire, à cette plénière, nous avons produit pour la première fois, en même temps que le compte administratif, un bilan d'activité. C'est-à-dire qu'on a produit un document qui, j'espère, qui va être distribué d'ailleurs, qui va être mis à la disposition du public. Par exemple, vous savez, je prends un exemple, 351 entreprises dans l'industrie et le commerce ont été aidées. Vous saurez, tiens, je cherchais tout à l'heure, vous saurez qu'en matière de commande publique, quelles ont été les plus grosses entreprises qui ont reçu de l'argent? Ce sera dit au public. Je peux vous le dire tout de suite. Hein. Dites-nous. Caraïbes Moteur. Colas. C'est 2 entreprises qui font des revêtements routiers. Colas. OK. Et puis il y en a quelques-uns. Et puis on donne les chiffres.
Donc, ça, c'est une forme d'évaluation des politiques publiques. Alors, Non, ce n'est pas non, entièrement... non. C'est un exercice obligatoire, ça. C'est un exercice. Alors, bon, derrière, qu'est-ce qu'il a manqué dans ce document? C'est le nombre d'emplois créés ou maintenus. Ça va être fait. Bon. Donc, c'est un processus qui est en cours, mais j'adhère totalement à l'idée qu'il faut effectivement une évaluation des politiques publiques. Bon. Donc, ça, sur ce point, sur le principe, mais il faut s'en donner les moyens. Or, je vais prendre un autre exemple, la défiscalisation. Jusqu'ici, il y a très peu d'études fiables qui peuvent dire exactement quel est l'impact économique, social, d'une réforme qui a été introduite en 1986, la loi Ponce. La réponse, oui. La loi Ponce. Et qui est, je dirais, la colonne vertébrale de la politique économique des différents gouvernements dans les pays d'outre-mer. OK? Ouais. Bon, on a supprimé les subventions. C'est la droite. La droite a dit, on ne vous donne pas de subventions. Les subventions, c'est PA ouvert, etc., etc. C'est une idéologie de droite. Mais derrière les choix, derrière les techniques économiques, il y a aussi une vision, une philosophie. Okay? Et on a mis en place la défiscalisation, c'est-à-dire, bon, en gros, si tu investis, on t'enlève 100% ou la moitié ou X% des investissements que tu as fait de tes impôts. De tes charges. Encore faut-il que tu fasses des bénéfices. Encore faut-il que tu payes. Or, nous sommes dans des Et pays faut-il que tu payes tes impôts, où, oui. sur les 30 000 entreprises, hein, il y a 27 000 TPE, Très petites entreprises. très petites entreprises, c'est-à-dire de moins de 10 et voire de moins de 5 salariés. C'est-à-dire que l'essentiel du tissu économique des Antilles. Et ces aides, elles sont concentrées sur ceux qui ont déjà les moyens. Et on a développé une culture. Je prends. Ça, c'est pas la CTM qui parle, c'est le communiste qui parle. Michel Bonchy, communiste. Dans une société où les capitalistes martiniquais n'investissent pas, sinon pas au moins 50% d'aide. La culture de la subvention. Voilà. Eh bien, ça, c'est la négation même du système capitaliste. Parce que la justification du profit, nous dit-on, c'est d'investir. C'est l'investissement. C'est l'investissement. Or, il faut que la collectivité, c'est-à-dire mes impôts, toi, moi, pour que le gars accepte d'investir dans son propre pays, alors, qu'on aide les petites entreprises, qu'on aide les jeunes Martiniquais dont tu parlais, qui prennent des initiatives, parce que nous n'avons pas la culture dans l'entreprise. Dans une société esclavagiste, l'entrepreneuriat, tu m'excuses, mais c'est la caste qui a l'esprit dans l'entrepreneuriat. Mais oui. Mais oui. Ce qu'on appelle l'entrepreneurship n'est pas comme ça. Hein? Ça se crée. Et ça se crée, c'est là où la puissance publique doit agir, d'avoir une vision politique. Bon. Donc, nous devons évaluer, quand nous donnons de l'aide, nous devons évaluer à quoi ça sert, où ça va et comment ça se fait. Et je suis d'accord que nous devons donner des instruments. Et je termine sur la défiscalisation. L'administration fiscale, qui est le principal acteur de la défiscalisation, aussi bien au central que n'est pas une administration économique, donc elle n'est pas formatée pour évaluer l'impact économique. Donc, chaque fois que vous avez des missions parlementaires, je peux en parler en connaissance de cause, chaque fois que vous avez des missions parlementaires qui viennent faire l'évaluation de la défiscalisation, les fonctionnaires du fisc vous disent mon problème, c'est pas d'évaluer, mon problème, c'est de faire entrer l'argent. Et donc, nous n'avons pas les indicateurs. Donc, les indicateurs. Alors, ce que nous faisons, et je termine là-dessus, nous avons adopté le schéma de développement, je réponds à la question, non, le schéma de développement que nous avons adopté, le schéma de l'autonomie, eh bien, ce que nous avons fait, ça a pris du temps, c'est que nous avons en même temps
mis en place les indicateurs qui permettront de mesurer l'impact des politiques que l'on a faites. D'accord, c'est très bien. Alors, je voudrais juste préciser que un bilan n'est pas une évaluation. Je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention parce que l'évaluation, c'est d'abord se fixer des objectifs avec des indicateurs de mesure, c'est très bien, et puis après mesurer les résultats. Oui. Mais le bilan, ça on connaît. Et ce qu'il y avait de novateur dans ce contrat de mandature, c'était la notion donc d'évaluation des politiques publiques, puisque le bilan c'est j'ai dépensé 300 millions là, 150 millions par ci, par là. Donc et tout ça pour dire que bien sûr la collectivité travaille. Donc moi j'attire l'attention de Michel sur le fait qu'on veut une vraie évaluation des politiques publiques, se fixer des objectifs et mesurer les écarts à l'arrivée. À condition d'avoir un appareil. Est-ce qu'on peut s'auto-évaluer ? Un instrument. Un instrument de mesure. Ce que les administrations locales décentralisées, d'une manière générale, n'ont pas. L'INSEE n'est pas formaté pour ça. Et d'autre part, c'est un appareil, je dirais, que nous devons construire, parce que ce que tu dis là, tu es déjà en train de faire, comme le bonhomme Chrysal, de l'autonomie. C'est déjà le premier pas vers un statut d'autonomie. Alors, je vais les aider un petit peu, tous les deux. Alors, la collectivité territoriale de Corse, que Michel soutient de manière indéfectible, vient de publier son premier rapport d'évaluation des politiques publiques. Et vous allez rigoler. Donc, le président dit, Gilles Simeoni dit, c'est fondamental pour nous. L'idée, c'était de vérifier le niveau de réalisation, la répartition territoriale par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Et il dit, c'est une catastrophe. Une catastrophe, il donne un exemple, l'aide sur l'installation rurale. Voilà, c'est une forme d'aide sociale. C'est des types qui sont au chômage, ils sont dans les campagnes, on leur dit, bon, on va vous donner de l'argent, etc. Et il dit la chose. Force est de constater que 60... Alors, nous avions espéré que cette aide bénéficierait aux personnes désireuses de s'installer dans le rural. Force est de constater que 76% des bénéficiaires se sont installés en zone urbaine. Et il prend et il découpe ça. Donc, oui. Alors, c'est très parlant. Hein, le principe doit être maintenu, mais nous devons réfléchir à une très sérieuse réévaluation et à d'autres dispositifs. Donc, quand Simeoni dit ça, personne pas qu'à tomber en la tête li. Et il dit, attention les mecs, c'est fini, on va plus vous donner d'argent, on va réévaluer. Par contre, quand Macron dit, bon les mecs, on donne 57 milliards, mais globalement, il faut revoir le dispositif parce que c'est une catastrophe. Vous pouvez pas donner. Non, mais c'est pas, il ne vise pas, et tu le sais pertinemment, il ne vise pas. Le pauvre, il le sait pertinemment. Je veux dire, qui oserait dire, bon, il faut donner moins d'argent aux pauvres? Mais non, il vise un système qui s'est bâti. Et c'est ce système-là qu'il faut revoir. Comment se fait-il que la Corse, ce sont des autonomistes, on est d'accord, ce sont des types qui sont proches du peuple. Ils disent, messieurs, nous cabas autant l'argent, 76% des mecs nous disent qu'ils vont se mettre à la campagne et ils se mettent à Bastia et à Ajaccio. C'est terminé. Et ils disent c'est terminé. Mais Macron dit exactement la même chose. Hein, globalement. Ils sont comme nous, c'est des compères lapins. C'est fini, c'est terminé. En parlant de compère lapin, Olivier Jean-Marie, c'est bien ce que tu dénonces dans ton livre. Alors ça s'appelle Grand Chais, Grand l'Esprit. Hein, c'est ton dernier ouvrage. Et tu dis justement qu'il faut sortir du bon conseil, du compère-lapinisme. Tu plaides pour un plaidoyer pour une Martinique collaborative et positive. Oui, tout à fait. Alors, l'idée de ce livre-là, c'est en tenant compte de notre histoire. Hein, donc on ne parle pas de rien. On tient compte de notre histoire. Comment on peut, une histoire qui est douloureuse, qui est difficile, comment on peut, quelles conditions il faut réunir au plan individuel, au plan collectif, pour pouvoir construire une vision positive, donc collective, de la Martinique, l'image d'un futur motivant. Comment? Et donc ça nécessite peut-être qu'on change individuellement, qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on apprenne à discuter, à débattre collectivement, et puis qu'on utilise des outils de l'intelligence collective pour pouvoir se projeter positivement vers l'avenir. Voilà. Par contre,
Si je vois bien ce que peut être une Martinique positive. Il a lu pendant qu'on parlait. Il a lu entièrement. Je ne lis pas entièrement, non. Je ne lis pas aussi vite. Je ne vois pas tout à fait ce que c'est qu'une Martinique collaborative. Tout à fait. Alors, une Martinique collaborative, c'est une Martinique qui apprend justement et qui crée des espaces et des lieux de discussion, de débat, et des procédures et des outils de discussion. On a parlé donc de la Mercury et qui met en place aussi des outils d'évaluation participative, par exemple. Parce que tu as posé la question de savoir est-ce qu'on peut s'auto-évaluer. Bon, ce serait bien qu'on puisse faire une évaluation pluraliste avec des acteurs et des citoyens aussi, des électeurs. Michel Branchi. Et donc l'idée, c'est comment on peut travailler ensemble et comment on peut sortir du schéma où, une fois que l'élu a gagné l'élection, eh ben, il se retrouve aux commandes tout seul, sans procédure de dialogue avec les citoyens. Comment les citoyens aussi sortent de leur situation donc de résignés, réclamants, mécontents, de spectateurs, pour aussi devenir acteurs et contributeurs. C'est ça. C'est fondamental dans le processus de réflexion et d'analyse qu'un petit pays comme ça a le droit d'avoir. Parce que c'est ça notre problématique majeure, c'est la désertion des élites intellectuelles. Alors que on a une espèce de vide abyssal de la réflexion et de l'écriture, ça passe souvent par l'écriture, des intellectuels, des chercheurs, des enseignants, qui doivent reprendre le stylo et écrire. Aujourd'hui, on a des outils de diffusion qui sont libres. Vous pouvez balancer un truc sur le net. Ça fera écho. Et je pense que ce qui nous manque, c'est peut-être l'un des signes majeurs de cette espèce de déliquescence intellectuelle dont nous sommes victimes depuis la fin des années 80, début des années 90. Il y a quelques flashs comme ça de temps en temps, donc, mais c'est catastrophique. Un peu d'eau au moulin de la démocratie, donc il faut dire, du Olivier, plaidoyer. il faut dire où ça que c'est disponible, combien ça coûte et ça se vend. Alors, juste pour terminer, pour dire que donc c'est disponible dans toutes les librairies, les bonnes librairies, les librairies antillaises notamment. Et je serai aussi en signature demain, donc de 9h à 12h à la librairie antillaise du Rond-Point. Donc samedi, tout à fait. Je ne peux pas m'empêcher, quand tu dis ça, de penser à la disparition de la librairie Alexandre, qui est une perte considérable parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces années où je faisais un tour de ville, notamment avec Ivolo, et on atterrissait immanquablement. Alors, on passait par la librairie antillaise, on passait par la librairie catholique, la rue Chelsea, la rue Blénac, qui a tombé à Caille-Gilles, rue de la République. Bon, était toujours Niambo qui a signé, qui a fait une signature, il a pris en grande discussion, et puis après nous décalé l'impératrice. Quand même. Bien sûr. Nous décalé l'impératrice, et nous avons joué une pago, Placoli, etc. Très bien. Ça s'appelle un circuit. Alors, je voudrais quand même rapidement dire que, à propos de cette évaluation, de ces outils d'évaluation et de cette démocratie participative à laquelle, bien sûr, j'adhère, les mots collaboratifs ou démocratie, c'est le fait que les citoyens, que le vote ne soit pas simplement une délégation une fois pour toutes du pouvoir. Je suis tout à fait d'accord. Bon. Néanmoins, le nombre de colloques, de réunions organisées par la CTM, le livre blanc du sport martiniquais, et pour le dernier, le premier colloque économique avec l'AFD, avec beaucoup de citoyens. Et le dernier en date, c'était la grande discussion qui a été menée après plusieurs étapes sur l'économie sociale et solidaire pour recueillir des idées. Et ça a été extrêmement fructueux parce que nous avons été surpris de voir le nombre de participants, des centaines de personnes. Donc il se vérifie, je suis moins pessimiste que toi, même si les intellectuels, c'est vrai, il se vérifie qu'il y a une aspiration, un besoin de débattre et de discuter.
Et, bon, j'ai fait une réunion à Trinité sur un sujet ardu, sur le budget 2018 de la CTM. Et les gens étaient là. Il y avait du monde. Et on a pu élever le niveau du débat. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être désespéré. Les citoyens s'intéressent. Il n'appartient, mais ça c'est chaque parti fait comme il veut, il appartient à chaque parti politique de s'adresser aux Martiniquais en mettant sur la table des sujets difficiles et leur montrer que les choix ne sont pas toujours faciles et que ce n'est pas toujours par la démagogie, en flattant les gens dans le sens que l'on croit, qu'on obtient leur adhésion. Voilà. Très bien. Je me permets de faire une petite citation de la 4e de couverture du livre d'Olivier. Ce livre se veut être une invitation à rompre avec le fatalisme qui est très la Martinique. Élargir les voies du possible sans minorer le poids de l'histoire et sans en être prisonnier. Clarifier nos valeurs de référence au niveau individuel et collectif. Adopter une posture de contributeur et construire une Martinique collaborative et positive sont des objectifs à notre portée. Très bien. Eh bien, c'est Même celui-là qu'on va Olivier finir. l'avait Donc, grand chef, grand l'esprit. Il nous reste plus beaucoup de temps et on va finir sur l'équipe de France et le mondial qui est en cours. Alors, vous regardez les matchs. Hein. Autant Donc, que faire se peut, ouais, quand vous êtes il pour passe. qui ou quelle équipe? La France? Tout le monde est pour la France ou ce Oui, match? Alors, je suis est-ce pour la que meilleure l'équipe équipe. de France Moi, je suis a pour les le moyens? Moi, Est-ce je que suis c'est pour une le bonne Brésil, équipe? hein. Et est-ce qu'elle a les moyens de gagner ce Non. mondial 20 ans après J'ai 1990? vu Non. j'ai vu un éditorial sur Martinique Première, c'est ça? Certainement. J'ai vu un truc qui disait il n'y a pas de différence entre l'équipe d'Australie et l'équipe de France, que c'est deux équipes d'immigrés. C'est pas gentil. J'ai trouvé ça excellent. Il y a 6 équipes d'Afrique au mondial, plus une 7e, l'équipe de France. Alors, parmi ces 6 équipes, il y en a qui sont déjà... Mais sauf que éliminés. dans l'équipe de France, il y a des Martiniquais, il y a des Antillais. Non. Alors, je n'aborde pas ce mondial de cette manière. Il y a sur Radio France Internationale une rubrique chaque jour. Que font les Bleus? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? La cuisine? Bon, autrement dit, c'est le mondial de football vu uniquement à travers. Oui, tout à fait. Ben non. Ben non. Moi, je regarde le football. C'est franco-français. Je regarde le football. À la limite, j'ai envie pour provoquer de dire, moi, je suis brésilien. Tu comprends? Bon, même si l'équipe de Brésil m'a un peu déçu pour son premier match, j'espère qu'ils vont s'en reprendre. Et puis, c'est les Sao. et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qu'on donnait comme favoris ont été bousculés. Et ça prouve qu'en matière sportive, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comme dans d'autres Discipline. disciplines, rappelez-vous ce que nous disons toujours pour nous, Martiniquais, qui avons tendance à nous prendre pour le nombril du monde. Je referme la parenthèse. Ouais. Nous pas pitié par ces personnes. Exactement. Eh bien, il n'y a pas de petites équipes. Tout à fait. On peut avoir une surprise ça. cette année. Olivier, alors, tu es pour l'équipe de France, tu supportes qui? Ouais, C'est une bonne équipe. j'ai pas beaucoup suivi hein, le mondial jusqu'à présent. J'ai regardé donc l'équipe du Brésil qui m'a un peu déçu en effet. Et puis j'ai regardé un match de l'équipe de France, donc c'était celui de jeudi. J'ai pas tout vu non plus. J'ai vu la deuxième mi-temps, mais je les ai pas trouvés flamboyants. Hein, donc Aujourd'hui, ils ont joué... non, hier, jeudi, pardon. oui. Ils ont joué contre le Pérou. Une première mi-temps, pas mal. je n'ai pas vu. Une deuxième mi-temps, très poussive. Par contre, j'ai assisté ensuite, enfin, j'ai regardé. J'ai pas assisté. Tu passes ton temps devant la télé, en fait. Non, j'aime beaucoup le football. C'est un chien boule. C'est un chien boule. D'abord, je suis un chien boule et ensuite, je suis un téléphage. Ouais. D'accord? J'ai donc assisté, enfin, regardé le match Croatie. Non, pas. Oui, Croatie-Argentine, c'est bien ça. Les Argentins Les Argentins étaient nuls. Se sont pris 3-0, nuls. Ah ouais, ouais. Nuls. La fait, Croatie est une Messi très n'a bonne pas équipe. joué. Oui, mais Et... alors, n'oublie pas que La Croatie ce était qu'on en appelle demi-finale. la Croatie aujourd'hui, Il y a c'était 20 ans. auparavant la Yougoslavie. Oui. Il y a toujours eu des Yougoslaves, Mais bien sûr. même dans l'équipe de France. Mais nous Ouais. sommes d'accord. Bon,
Kurkovic. Djokovic, etc. Enfin, bref. Mais je C'est vous une rappelle- vieille nation de football. Je Bien vous sûr. rappelle ce que j'ai dit au début. Il y a une journaliste donc, de France 2, Anne-Sophie Lapix, Oui. qui présente le mondial et qui Ouais. dit, voilà, nous allons voir des millionnaires qui Oui. courent après un ballon. Un ballon. Et en fait, c'est ça le décalage. C'est-à-dire que tu as des nations, soi-disant, leaders dans l'histoire du foot, qui sont composées uniquement ou quasiment uniquement de joueurs évoluant dans les plus grands clubs. Si on prend l'équipe d'Argentine, c'est ça. Si on prend l'équipe du Brésil, c'est ça. Si on prend l'équipe de France, c'est ça. Portugal. Le Portugal, l'Espagne, etc. Et en fait, quasiment tous sont millionnaires. Il n'y en a pas un seul qui ne gagne pas au moins 1 million d'euros sur l'année. Il y en a qui gagnent 10 millions d'euros par mois. Oui. Suivez mon regard. Donc, et ces gens-là n'ont aucune ambition pour leur pays. D'ailleurs, certains d'entre eux, je pense à Messi. Messi, il a été élevé en Espagne, il a grandi à Barcelone, et quand il joue pour l'Argentine, il n'y a pas de fibre fierté. nationaliste. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'en dehors des primes que donne la Fédération nationale, la plupart de ces joueurs ne sont pas payés pour jouer en équipe nationale. Donc, ils viennent là, bon, peut-être pour faire augmenter leur cote, mais une équipe comme par exemple le Sénégal, où il y a un millionnaire, c'est l'avant-centre, l'ailier gauche de Liverpool, Sadio Mané. En dehors de ça, ces joueurs, ce sont des joueurs qui gagnent quelques milliers d'euros par mois. Donc ils ont la niaque. Et ils ont explosé la Pologne, dont l'avant-centre est Lewandowski, qui est l'avant-centre du Bayern de Munich, un mec qui vaut 40 millions de dollars. Ils ont explosé la Pologne. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le mondial. Et en fait, c'est une revanche C'est une compétition capitalistique alors. Hein. anticapitaliste. Alors, tout à fait. Le football business a bouffé le sport. Oui, mais là, le sport bouffe le business. Le sport parce que d'une certaine- les petites équipes, par exemple l'Islande, Voilà. qui est un football amateur, bon, Voilà. là, un certain nombre d'entre eux commencent à gagner en Europe. Les mecs, ils explosent tout le monde. contre Ils explosent tout le monde. Ça n'empêche que le football reste le sport le plus populaire au monde et qui draine les foules. Hein. Et puis c'est aussi un ascenseur social. Dans les pays du tiers-monde, c'est un ascenseur social extraordinaire. Tu as des types qui sont pieds nus, parce que c'est une réalité. Je regarde Sadio Mané, ce type, il jouait pieds nus, et puis aujourd'hui, il gagne des dizaines de millions d'euros. Il y a un reportage envoyé spécial. On te montre des gars qui vont en Afrique pour chercher des... Oui. Oui. On tombe dans un village africain, en bouc à jouer pieds nus. Oui. Oui. Bon, et comme qualité, ouais, le type repère, etc. Bon, il dit au gars, tu viens avec moi Centre de formation. à Marseille. À Marseille, À etc. Bon, Ouais, ouais. bon, c'est... Ouais, ouais. C'est aussi une C'est un autre monde. C'est aussi une forme d'esclavage. mais parce bien sûr. D'esclavage sportif. là. Je n'osais pas le dire. Ouais, ouais. Je n'osais pas le dire. Parce mais- qu'au début, les mecs, ils sont totalement exploités. C'est quand ils deviennent vraiment balèzes qu'ils Oui, explosent sur le plan financier. on les fait venir très jeunes. Hein. Ah ouais. Et c'est intéressant de voir les supporters martiniquais. En fait, ils se répartissent dans plusieurs catégories. Hein. Il y a quelqu'un qui me disait, c'est le seul pays où on ne supporte pas ces footballeurs. Je dis, ben oui, ça prouve bien qu'il y a un problème. Tu as qu'à supporter le Brésil, l'autre qu'à supporter le Chili, tu as pour l'équipe du Sénégal. Et finalement, il n'y a pas cette, comme les joueurs eux-mêmes, hein, Oui, mais cette si- identification, si ce la terroir Martinique- identitaire Si la Martinique ou la vis-à-vis de l'équipe Guadeloupe de France. était au mondial, on serait tous derrière eux. Oui, on n'a pas encore adhéré à la FIFA. Alors méfie-toi parce qu'on avait le même Oui. débat en 98. Oui, En 98, quand l'équipe de France a gagné, les Whitford de France Oui, étaient c'était- pleines de bagnoles et de jeunes qui couraient. Et je peux te dire que la ferveur pro-France était au rendez-vous dans là où d'ailleurs un certain nombre d'hommes politiques n'ont rien compris. Mais Depuis que ça gagne, la Galeria, Ah par oui. exemple, avait organisé, la Galeria, Madiana, Ouais. comment on appelle ça, enfin, des visionnages collectifs. Des grands écrans, grands Des écrans. fan zones. fan zone. Des fan zones. Ouais, Ouais. c'est ça le terme. C'est des fan zones. Non, mais en même temps, c'est une. Tu disais tout à l'heure qu'il faut avoir le sens de se retrouver, être ensemble, etc. Il y a aussi cet aspect des choses. Bien sûr. Enfin, ils soutiennent la France parce que l'équipe de France est noire.
C'est ça, hein, avant tout. Tout à fait. C'est identitaire. Si, je suis pas sûr que si l'équipe de France ressemblait à l'équipe d'Islande, il y aurait autant de Martiniquais dans la rue. Ils soutiennent d'abord l'équipe de France parce qu'ils retrouvent une identité ethnique. Et ça, c'est plutôt positif. C'est largement positif. Autant qu'un certain nombre de racistes en France vilipendent l'équipe de France, tout simplement parce qu'il y a, comme dirait Monsieur Le Pen à l'époque, il y a trop de Noirs dans l'équipe de France. Et d'ailleurs, pour te dire ça, j'ai eu une conversation ce matin dans un break de la plénière avec un agent de la CTM qui m'a dit, bon, Didier Deschamps, pas fait un bon équipe, hein, pas tenir d'autres boucles là, mais parce qu'il ne peut pas les mettre top nec. Il y a cette bien sûr. tendance-là. Oui. Oui, je pense que cet élément-là joue beaucoup. C'est 70% de l'équipe. Hein. Et de la même façon qu'on se reconnaît beaucoup dans l'équipe du Brésil, parce que c'est des gens aussi dont on aime la culture, qui est très proche de la nôtre aussi, qui nous ressemble aussi, et qui nous font vibrer. Oui, aujourd'hui, moins qu'avant, tout à fait. Je me rappelle pour revenir sur ce qu'on disait, la composition de l'équipe de France, je me rappelle je ne sais plus, c'est une vidéo ou bref, quelque chose comme ça, produite, me semble-t-il, par le Front National, où on te montre un terrain de football avec Barthez, le gardien de l'équipe de France. Ouais. Fabien Barthez. Le seul blanc de l'équipe. Le seul Français. Le terrain est vide. Ça qu'a fait mal. Et pour revenir sur l'amour du maillot, hein, l'amour de la nation, hein, moi j'ai entendu hier une interview de Marius Trésor. Et on l'interrogeait, donc c'est une interview qui date d'il y a 3 ans, et on l'interrogeait sur la demi-finale de Séville en 82 contre l'Allemagne. Et il disait qu'il était toujours très très en colère contre l'arbitre qui avait favorisé les Allemands ne sifflant pas le penalty donc contre Schumacher et on sentait dans sa voix cette colère là, c'est-à-dire que donc c'est pas une question d'argent. Et il disait oui jamais, je n'oublierai jamais ça. Et je crois que c'est monsieur Covert, je ne voudrais pas le croiser hein, là, faudrait pas que je le croise. Oui, surtout qu'il avait marqué une reprise de volée magnifique. Un super but. Oui, tout à fait. Marius Trésor, c'est un type plutôt placide. Hein, mais là, on sentait l'émotion. D'accord. Donc votre pronostic, c'est... Non, moi je ne fais pas de pronostic. Les Français vont être en 8e de finale. À mon avis, ils ne vont pas dépasser le quart de finale. Je l'ai déjà dit. C'est parti. Rappelle-toi qu'en 2006, on avait prédit ça, ils sont arrivés en finale hein, quand même. Tant mieux. Bon, franchement, je n'ai pas encore pris. Tous les favoris ont déjoué déjà les pronostics. Donc c'est très difficile à l'heure actuelle de faire un pronostic. Je parle du pronostic final. Oui. Ouais. Même le dernier carré. Le roi des Allemands. Les Allemands ont pris une difficulté. Devant les Mexicains. Alors, il nous reste juste 5 minutes, c'est dommage, mais est-ce que vous ne pensez pas que le football martiniquais, aujourd'hui, c'est le grand absent, enfin le grand oublié, en fait, hein, de nos médias, de nous-mêmes, hein, parce qu'on s'extasie devant PSG Marseille, mais le club franciscain a fait un exploit hein, avec la CONCACAF, avec la Ligue de... Il y a eu beaucoup moins cet engouement, et pourtant, hein, il y avait de quoi avoir un véritable engouement et une véritable satisfaction à ce niveau-là. Quand j'étais plus jeune, je suivais les résultats de l'US Riveraine. Donc j'allais au match tout le temps, chaque week-end. Et je me souviens qu'il y avait une espèce de passion fantastique parce qu'en fait, on essayait de transcender ce football-là. Et en fait, on l'imaginait, les gens qui jouaient sur ces terrains, enfin, si on peut appeler ça des terrains à l'époque, parce que c'était extraordinaire, comme étant des futures vedettes de l'équipe nationale. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Probablement, je parle du grand public, évidemment, parce que les fanatiques sont toujours là. Hein, excusez-moi, mais il y a encore des arbitres qui prennent des coups.
Moi, je me souviens de Victor Jean-Baptiste. Hélas. De Victor Jean-Baptiste enlevant ses chaussures et tapant sur la tête d'un arbitre dans un match Martinique-Haïti. J'ai vu ça, extraordinaire. Non, il y a encore un nombre très important de licenciés. C'est le numéro 1 des sports en Martinique. Mais ça a baissé. Oui, inéluctablement. Simplement parce que, et bon, Michel, il faut y penser, simplement parce que globalement, le tissu associatif, et là, il faut tirer la sonnette d'alarme, le tissu associatif n'est plus considéré comme un vecteur économique majeur, un vecteur de soupape sociale majeure. Mais il faut savoir que la situation des mairies ne permet pas aujourd'hui. Il y a des associations qui ont perdu plus de 70% de leurs subventions. Alors, plus de 70% de leurs subventions. Alors, nous, on a compté le nombre d'associations au cours des 6 derniers mois qui ont été mises en redressement judiciaire ou liquidées. On est sur 35% des liquidations. C'est une explosion. C'est catastrophique. Donc, il y a un élément, on parlait des idées, on parlait des opinions à faire monter, à valoriser. Il faut que dans le débat politique qui s'installe, le poids du secteur associatif soit mis en avant, mis en valeur, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des secteurs sur lequel il y a le plus de potentiel de développement. Tout simplement parce que, ces associations correspondent à une demande et l'aisance, c'est vrai, la facilité avec laquelle une association peut être montée, peut être mise en action immédiatement est fantastique par rapport à une entreprise privée. Et ça, il faut absolument que l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociaux, etc., pensent d'abord à l'économie sociale et solidaire comme étant l'une des solutions du développement économique local. Parce que ça a déjà été le cas pendant de très nombreuses années. Et puis, c'est aussi un élément fort de la paix sociale. Il y a deux choses qui maintiennent la Martinique dans le calme, hein, en dehors de la marijuana dans certains quartiers. Mais c'est le spirituel. Quand on prend l'Église adventiste revendique 75 000 fidèles. Hein. Quand vous avez 75 000 personnes dans la population qui obéissent à un certain nombre de règles, etc. Et puis, le spirituel et l'associatif. S'il n'y a pas ça, Martinique explose. Mais alors, le problème, et on va en finir. Le problème, c'est que le bénévolat a tendance à disparaître et que ce n'est pas seulement une question d'argent. Certes, alors, tu as raison de souligner que malheureusement, l'austérité frappe les collectivités et que, bon, malheureusement, entre le social, les aides sociales, aider les gens à payer leurs factures d'eau, d'électricité, et puis donner de pays comme à Fort-de-France les licences de la GIA Trinel. Ou lutter contre les sargasses. Ce sont des choix cruciaux. On peut passer un conseil municipal à s'arracher les cheveux. Bon, mais ça, en dehors de cela, il faut trouver des gens, des animateurs. Et c'est ça. Alors là c'est un problème c'est une révolution culturelle dans le mauvais sens que nous subissons. Bon, la progression de l'individualisme, le refus du partage. Bon, et ça, c'est une action de citoyenneté que nous devons mener. Voilà. Le refus c'est sur ces mots de citoyenneté, n'est-ce pas? Par hasard, comme par hasard. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous dit quelque chose tous les deux, là. Ça vous dit quelque chose? Que nous allons conclure cette émission. Merci à tous. Merci pour vos analyses sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à vous, madame. D'avoir suivi cette émission du kiosque. Et voilà. Alors, être dirigé par une femme. Voilà. Et Emmanuel Granier reprendra sa place la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir.